Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Si tu décides de l'épouser, alors quitte cette maison sur le champ. La famille Evans n'a pas besoin d'un fils qui lui apporte la honte. Voilà ce que mon père m'a dit il y a 10 ans. Je m'appelle Michael Evans, j'ai 36 ans. Je suis né dans une famille aisée et respectée du Connecticut. Dès mon plus jeune âge, mes parents avaient tracé l'itinéraire de ma vie, école privée, diplôme en administration des affaires, reprise de l'entreprise familiale, et mariage avec une femme issue d'un milieu convenable. Il n'était jamais question de rêve personnel, encore moins de passion. À table, on ne parlait que de devoirs, d'ambition familiale, jamais de bonheur. Mon père répétait sans cesse. Tu es l'héritier du nom Evans. Ce n'est pas un choix, c'est une responsabilité. Mais moi, dès l'enfance, je me suis toujours senti en décalage avec cette trajectoire. Ce que j'aimais, c'était des choses bien différentes. Des choses qui salissaient les mains de cambouis, pas d'encre de stylo. Je passais des heures à démonter et réparer des appareils électroniques. J'étais fasciné par l'idée de redonner vie à de vieilles machines. Alors que mes camarades apprenaient à perfectionner leur swing au golf, moi, je travaillais discrètement à temps partiel dans un atelier de réparation pour comprendre comment reconstruire un système de freinage bloqué. Mes parents qualifiaient cela de bricolage sans avenir. Plus leurs attentes grandissaient, plus je me sentais prisonnier. Tout a basculé lorsque j'ai refusé d'épouser Chloé Kingston, la fille d'un des partenaires d'affaires soigneusement sélectionnés par mes parents. À la place, j'ai présenté Sarah, une institutrice, sans fortune, sans nom reconnu, mais la femme que j'aimais depuis nos années de lycée. Elle croyait en moi et en ma passion. Elle ne m'a jamais demandé autre chose que mon temps et mon amour. Ma mère affichait un mépris évident. Pour elle, Sarah représentait une menace pour l'image de la famille. Mon père, silencieux, a simplement jeté au sol les dossiers de bourse sur lesquels je travaillais et a dit, d'une voix glaciale. Si tu l'épouses, quitte cette maison immédiatement. La famille Evans n'a pas besoin d'un fils qui la déshonore. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je n'ai posé aucune question. Je me suis tourné vers Sarah. Elle était là, serrant le bas de son manteau, les yeux rougis, mais sans pleurer. Je lui ai serré doucement la main, baissé la tête, et j'ai dit. Alors, construisons notre propre famille, à partir de maintenant. Peu après, nous avons quitté le Connecticut pour le Colorado, un endroit où personne ne connaissait le nom des Evans, et où personne ne se souciait des origines d'une institutrice. J'ai bâti de mes mains un petit garage de mécanique. Sarah a continué d'enseigner. Notre vie était simple, mais remplie de sens. Puis Avery est née. Notre fille. Elle avait les yeux bruns de sa mère, et un cœur si chaud qu'il illuminait tout autour d'elle. Jamais je n'ai regretté mon départ. Je savais que si Sarah était restée dans ce climat de jugement silencieux et de dîners glacés remplis de remarques déguisées, elle n'aurait jamais pu s'épanouir. Je n'aurais jamais pu laisser la femme que j'aime vivre cela. C'est ma femme. 10 années se sont écoulées. Je pensais que tout était désormais derrière nous. Jusqu'à ce qu'un après-midi d'automne, une enveloppe arrive. Elle provenait de la maison que j'avais quittée. Lettrage en relief, encre argentée. Vous êtes cordialement invité, Michael Evans et famille, à la célébration du 65e anniversaire de Madame Evans. Je suis resté figé, la carte ouverte dans mes mains. Je savais que si je retournais là-bas, les fantômes du passé se réveilleraient. L'invitation est restée dans le tiroir de la cuisine pendant 3 jours. Je n'en ai pas parlé à Sarah. Je ne comptais pas y répondre. Ce n'étaient pas mes parents qui l'avaient envoyé, mais mon oncle William et ma tante Olivia. Toujours souriant en façade, mais prompt à semer la discorde dans l'ombre. La famille de William Evans invite cordialement Michael Evans et sa famille à la célébration du 65e anniversaire de Madame Evans. Aucune note, aucun appel. Juste une lettre gravée, avec le logo du restaurant le plus huppé de Fairfield. À leurs yeux, j'étais le parent de seconde zone, et Sarah une tâche qu'on ne peut effacer. Il faisait partie de ceux qui m'avaient poussé à partir. Et maintenant, ils m'invitaient à revenir. Je voulais comprendre leur intention. Était-ce un geste de réconciliation ou une nouvelle mise en scène? Je connaissais William. Il n'hésitait jamais à humilier, surtout ceux qui, comme moi, avaient tourné le dos au prestige des Evans. Peut-être cette invitation n'était-elle qu'un moyen de me rappeler que je ne serais jamais le bienvenu à leur table, si soigneusement dressée pour l'élite de Fairfield. Je comptais la jeter dès le lendemain. Mais ce soir-là, Avery fouillait dans le tiroir à la recherche de ses ciseaux. Elle est tombée sur l'enveloppe crème, intriguée, et l'a ouverte. Je suis sorti de la salle de bain pour la trouver assise par terre, tenant l'invitation comme un trésor. Papa, regarde, il y a ton nom dessus. Je suis resté sans voix.
Elle m'a regardé avec des yeux brillants. C'est l'anniversaire de mamie? Celle dont tu m'as parlé? Celle qui faisait des tartes aux pommes et qui avait un chat qui s'appelait Winston? Je n'ai rien pu dire. Oui, je lui avais raconté quelques souvenirs, de petits éclats d'enfance, de cette grand-mère qui me nouait des rubans rouges dans les cheveux à chaque Noël. Même si j'avais essayé d'enfouir ces histoires depuis longtemps. Il s'était discrètement enraciné dans le cœur d'Avery et avait fleuri en une curiosité innocente. Je n'ai jamais rencontré mes grands-parents, mais je les ai toujours imaginés. Tu racontes bien les histoires, dit-elle doucement, puis elle marqua une pause et ajouta dans un murmure, je veux les rencontrer, juste une fois. Immédiatement après, je me suis agenouillé à côté d'elle. Avery continuait de me regarder, les yeux remplis d'espoir. Je ne pouvais pas mentir. Et je ne pouvais pas me résoudre à briser son souhait. Aucun enfant de 9 ans ne devrait porter le poids de rancune d'adulte. Ce soir-là, j'ai parlé à Sarah de l'invitation. Elle a écouté calmement pendant un long moment avant de finalement dire « Notre fille mérite de voir d'où elle vient, que ce soit pour l'aimer ou pour comprendre ce qu'elle ne veut pas devenir. » J'ai hoché la tête, la décision était prise. Nous avons traversé le Connecticut un samedi matin gris pâle. L'air était vif et les arbres bordant la route étaient peints des teintes dorées et rouges qu'un automne en Nouvelle-Angleterre sait offrir. Avery s'était assoupi à l'arrière, la tête posée sur un coussin de nuque, tandis que Sarah était assise à mes côtés, si silencieuse que j'entendais battre mon propre cœur à chaque virage. Je pensais être prêt, mais au moment où notre SUV s'est arrêté devant le domaine des Evans, toutes les émotions enfouies ont ressurgi comme si je n'étais jamais parti. Le toit ardoise, les hautes colonnes blanches, tout était resté inchangé, mais l'air semblait plus froid que n'importe quelle brise d'automne. Je m'en souviens, William a ouvert la porte. Son visage s'est figé un instant en me voyant. « Oh, Michael », dit-il en traînant, la voix chargée d'une surprise forcée. Et toute la famille, quelle surprise. J'ai serré un peu plus fort la main de Sarah. Avery s'est collé contre ma jambe, agrippant le bas de mon manteau. Olivia est apparue juste derrière lui. Son regard nous a balayés de la tête aux pieds. Sa robe beige coûtait probablement plus que toute notre garde-robe réunie, mais le rictus sur son visage était aussi bon marché qu'autrefois. Puis est venue sa condescendance bien connue, Sarah, n'est-ce pas? Toujours enseignante, je suppose. Ce métier paie assez pour s'en sortir, j'espère. Sarah a souri calmement et a répondu, toujours enseignante, et suffisamment pour que notre fille grandisse heureuse. Olivia a marqué une brève pause, puis a baissé les yeux vers Avery, voilà donc la petite. Elle a l'air, très simple, n'est-ce pas? Dès que ces mots ont quitté sa bouche, j'ai vu les épaules d'Avery s'affaisser. Elle portait la robe à fleurs que Sarah venait de lui coudre, avec ses petites chaussures en cuir marron qu'elle adorait. Mais avec une seule phrase, l'étincelle dans ses yeux s'est éteinte. Nous avons franchi le seuil du hall principal et, à cet instant, tout est devenu silencieux. Ma mère tenait une grande boîte cadeau en sortant du salon. Mon père, Richard, se tenait près de la table à thé, levant un verre de vin, mais il s'est figé en plein geste dès qu'il nous a vus. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, puis se sont aussitôt rétrécis, comme si elle venait d'apercevoir quelque chose qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. Avant même que je puisse dire un mot, Avery s'est avancé, le menton relevé avec tout le courage qu'une fillette de 9 ans pouvait rassembler. « Bonjour, grand-mère. »« Bonjour, grand-père », dit-elle en s'inclinant légèrement, les mains jointes devant elle. Sa voix était douce mais claire. J'ai vu Sarah tressaillir légèrement. Quant à moi, je ne savais pas si je devais me sentir fier ou le cœur brisé. Avery regardait ma mère, les yeux pleins d'espoir, non pas pour recevoir un cadeau, mais pour un geste qu'elle n'avait jamais eu, une étreinte ou un vrai sourire. Je vis alors ma mère serrer les lèvres et hocher légèrement la tête. Elle murmura à contre-cœur, « Oui, tu as grandi. » Et ce fut tout. Pas d'étreinte. Aucun pas en avant. Mon père s'est contenté de lever son verre et d'en boire une petite gorgée. Il m'a regardé comme on regarderait un invité inattendu, arrivé au mauvais moment. C'est alors que tante Clara est descendue dans le hall, sa voix perçant le silence gênant, « Michael ? C'est bien toi, Michael ?» La pièce s'est figée. Quelques membres de la famille se sont retournés et le murmure s'est propagé, « C'est lui. » Et Sarah est là aussi. Avec leur fille. Mon Dieu, Evelyn, pourquoi ne nous as-tu pas dit que Michael venait? Ma mère força un sourire, jetant un regard vers William, « Oh, j'ai été surprise moi-même. » William a dû envoyer l'invitation et oublier de m'en parler. William, hein. Clara plissa les yeux, puis son attention se reporta sur Avery. Eh bien, c'est la première fois que je vois cette petite. Elle est adorable, et ressemble tellement à Sarah aussi. Après notre arrivée, les chuchotements commencèrent à se répandre dans la salle. Certains affichaient des sourires polis, d'autres restaient à distance, jetant des regards vers mes parents, semblant attendre une explication,
quelque chose qui justifierait la tension inscrite sur leur visage. Mon père agrippait la rampe en bois, les yeux lancés en direction de William, mais il ne dit rien. Je suis resté silencieux. Sarah ne prononça pas un mot non plus. Avery, elle, resta là où elle était, ses petites mains pendant de chaque côté, non par ennui, mais parce que personne ne s'était avancé pour les prendre. Finalement, ma mère prit la parole, d'un ton étrangement neutre, presque récité, « Vous êtes venu parce que… » Elle hésita, incapable même de formuler la question. Je répondis simplement, « Nous avons reçu une invitation. » Je vois, fit-elle en jetant un autre regard vers William, puis elle se tourna maladroitement vers l'assemblée, « Eh bien, c'est un plaisir d'avoir tout le monde réuni aujourd'hui, » dit-elle, tentant de m'ignorer complètement. Quelques instants plus tard, on nous conduisit vers une table sur le côté, légèrement décentrée près de la fenêtre. Pas de nappe. Pas de nom. 3 tartes et quelques salades flétries avaient déjà été déposées sur la table, tandis que la table centrale bourdonnait du tintement des flûtes de champagne, des coupes de steak de première qualité, des queues de homard au beurre à l'ail, et du son délicat des toasts de célébration. Avery baissa les yeux vers son assiette de feuilles fanées, puis leva les yeux vers moi et demanda doucement, « Papa, c'est l'anniversaire de grand-mère » J'ai hoché la tête et lui ai caressé doucement le dos. « Oui, ma chérie. » Sarah ne dit rien, mais je savais exactement ce qu'elle ressentait, car je pensais la même chose. Nous étions revenus, invités par des gens qui ne voulaient que nous voir nous sentir étrangers au sein même de la famille dont nous venions, et ils avaient obtenu exactement ce qu'ils voulaient. La fête avait lieu dans le grand hall du domaine. La table principale était recouverte d'un velours bordeaux profond, centré autour d'un énorme gâteau à 4 étages, entouré d'orchidées blanches et de verres en cristal brillant sous la lueur des bougies. Les invités bavardaient chaleureusement, les rires et les tintements de verre s'élevant en rythme comme les notes polies d'une symphonie luxueuse. Notre table, en revanche, une petite table latérale placée près d'une fenêtre, à côté d'une rangée de plantes en pot, contrastait froidement dans le silence. Devant chacun de nous, une salade molle, quelques tranches de pain aussi dures que de la pierre, et un verre d'eau. Aucun serveur ne s'approchait. Il n'y avait aucun menu comme ceux posés sur les autres tables. Je regardais les hors-d'œuvre de la table centrale être remplacés à plusieurs reprises, des coquilles Saint-Jacques poêlées, une soupe de potiron crémeuse, même du foie gras et de fines tranches de bœuf saignant. Avery restait silencieuse, touillant sa petite pile de verdure du bout de sa fourchette. Elle ne comprenait pas encore pleinement la différence, mais la lumière dans ses yeux s'était déjà atténuée. Sarah me lançait parfois un regard, sans rien dire. Mais je comprenais. Il n'était pas nécessaire de parler pour insulter quelqu'un, pas quand le silence et l'exclusion remplissaient ce rôle à la perfection. Je lui serrai doucement la main sous la table. C'est alors qu'une petite voix chuchota, « Papa ». Avery tirait doucement sur ma manche. Sa voix n'était qu'un souffle. Pourquoi notre nourriture est différente de la leur? J'ai retenu ma réponse, peut-être que les serveurs ne sont pas encore arrivés à notre table, ma chérie. J'étais préparé à ce moment. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'ils viennent si tôt, ni qu'ils viennent d'une fillette de 9 ans. J'allais répondre de nouveau lorsqu'un jeune serveur s'approcha de notre table. Il semblait confus, puis s'inclina légèrement et demanda, « Pardon, c'est bien la table 12 ?» Je crois que non. Puis il parla à voix basse, hésitant, en jetant un regard désolé, « On m'a demandé de ne pas servir de plat principal à cette table. Juste de l'eau et de la salade. » Sarah se figea. Avery fixa le jeune homme, les yeux clignant de confusion. Et je sentis le sang me monter aux oreilles. « Très bien, dis-je, la voix grave. Merci. » Le serveur rougit, s'inclina de nouveau, et repartit précipitamment. Je me suis tourné vers Sarah et j'ai murmuré, « On peut partir maintenant si tu veux. » Elle secoua la tête, les yeux toujours fixés sur Avery. « Non. Je ne leur laisserai pas le plaisir de voir notre fille rejetée comme si elle n'avait pas sa place ici. » Je lui ai serré la main une nouvelle fois. À ce moment-là, depuis la table principale, tante Olivia leva légèrement le menton dans notre direction et déclara, assez fort pour être entendu par les invités proches, être assis séparément fonctionne aussi. Cela permet à chaque famille d'avoir son espace. Pas besoin de bavardages inutiles. Un parent laissa échapper un petit rire gêné, un autre baissa les yeux. Avery leva les yeux vers moi. « Papa, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ?» J'ai doucement repoussé ses cheveux derrière l'oreille. « Ce n'est rien, ma chérie. Tant que nous sommes ensemble, peu importe où l'on s'assied, c'est la meilleure table. » Elle hocha la tête, mais ne toucha plus à son assiette. Je savais pourquoi. Ce n'était pas qu'elle n'avait plus faim, c'est que sa fierté, cette fierté tendre et discrète d'un enfant, avait été laissée dehors, exclue de la fête familiale. Pour la première fois de sa vie. La fête s'étira pendant près de 3 heures, remplie de discours convenus, d'étreintes polies, de compliments sucrés,
et de cadeaux ornés d'or empilés sur la table de réception comme dans une compétition silencieuse de statues. Je remarquai que chaque boîte brillait, des montres valant des dizaines de milliers de dollars, des colliers de perles, des peintures laquées du Japon, des foulards Hermès soigneusement rangés dans des boîtes en brocart. Chaque cadeau était remis à deux mains, accompagné de discours interminables sur les liens familiaux, la gratitude et l'honneur du nom Evans. Puis l'animateur annonça « Nous invitons maintenant les arrière-petits-enfants de la famille à offrir leurs cadeaux à notre chère Madame Evans. » Une vague d'enfants, tous tirés à 4 épingles, les cheveux impeccablement coiffés, s'élança depuis le côté de William et Olivia, ainsi que d'autres branches de la famille. Ils portaient des sacs argentés brillants, ornés des logos de marques de luxe. Avery restait silencieuse à mes côtés, les yeux suivant chaque pas de ses cousins. Puis elle se tourna vers moi et murmura « Papa, j'ai aussi un cadeau pour grand-mère. » J'ai cligné des yeux. « Tu en as un ?» Sarah sourit, se pencha et ouvrit le petit sac à dos qu'Avery avait emporté. À l'intérieur se trouvait un carnet recouvert de tissu bleu, le seul objet non froissé parmi les crayons et les peluches. « Je l'ai écrit moi-même, » dit Avery doucement. « À chaque fois que tu me racontais des histoires sur quand tu étais petit, je les écrivais. J'ai aussi fait des dessins. » Je suis resté immobile. Sarah plaça le carnet doucement dans les mains d'Avery et dit « Si tu es prête, tu peux le lui donner. Mais seulement si tu en as envie. » Avery acquiesça. Elle serra le carnet contre sa poitrine et s'avança prudemment dans l'allée. L'animateur finissait tout juste son discours lorsque la voix d'Avery résonna « J'ai un cadeau pour grand-mère aussi. » Toute la salle se tourna vers elle. Je vis William froncer les sourcils, Olivia lever un sourcil irrité. Mais Avery continua d'avancer, un pas assuré après l'autre. Elle s'arrêta devant ma mère et lui tendit le carnet à deux mains. « Je m'appelle Avery. Tu ne m'as jamais rencontré, mais papa m'a beaucoup parlé de toi. Des tartes aux pommes que tu faisais, de la petite maison dans le Maine où il passait ses étés, et de ton chat Winston. Alors je les ai tous écrits. Je veux que tu les lises, pour te souvenir de tes jours les plus heureux. » Personne ne dit un mot. La pièce semblait vidée de tout son. Ma mère tendit la main et prit le carnet. Ses yeux se posèrent sur la couverture en tissu, puis elle tourna la première page. Une écriture d'enfant, bancale, mon papa dit que grand-mère faisait de meilleures tartes que la boulangerie du village. La page suivante contenait un dessin, une femme aux longs cheveux serrant un enfant dans ses bras, un vieux four en arrière-plan, et de la vapeur s'élevant d'une tarte. Je vis ses épaules trembler légèrement. Elle ne dit rien, s'assit lentement, tenant le carnet contre elle comme si elle berçait une partie de sa vie qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Pas de fleurs. Pas de diamants. Juste quelques gribouillages innocents, et les souvenirs qu'elle avait oublié avoir un jour chéris. La salle tomba dans un silence rare. Seuls quelques cliquetis de verre et quelques rires étouffés résonnaient depuis la table principale. Tous les regards étaient désormais fixés sur ma mère, assise calmement dans son fauteuil, tenant le petit carnet qu'Avery venait de lui offrir. Elle tournait les pages lentement, son regard se perdant dans les couloirs effacés de sa mémoire. Des souvenirs qu'elle avait rangés au fil des années, enfouis dans les tiroirs de l'orgueil, de la réputation et du temps. Et maintenant, avec rien de plus que l'écriture irrégulière d'un enfant et une poignée d'histoires innocentes, tout revint en elle comme une vague. Je vis les larmes monter dans les yeux de ma mère, ses mains se resserraient doucement autour du carnet, ses épaules tremblaient légèrement. Et pour la première fois depuis des années, son regard s'adoucit lorsqu'il se posa sur Avery. Pas de jugement, pas de calcul, juste quelque chose de désarmé. Avery restait là, petite et silencieuse, les doigts croisés devant sa robe. Elle paraissait minuscule dans une pièce pleine d'adultes, mais ses mots, brefs et sincères, étaient devenus le geste le plus authentique de toute cette réception extravagante. Puis ma mère se leva. Elle s'approcha d'Avery, se mit à genoux pour être à sa hauteur. Elle ne la serra pas dans ses bras, ne se précipita pas dans une démonstration dramatique, mais elle tendit la main, posa doucement sa paume sur l'épaule d'Avery et dit simplement « Merci, Avery. Ce cadeau est plus précieux que tout ce que j'ai jamais reçu. » Personne ne parla, personne n'interrompit. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde comprit que ce moment n'appartenait qu'à elle. Sarah se tenait silencieusement à mes côtés, l'expression légèrement stupéfaite. Elle ne s'attendait à rien de la part de cette famille, encore moins de la part de ma mère. Et pourtant, la voilà, reconnue pour la première fois. Pas ignorée. Pas écartée. Je regardais mon père, Richard. Son visage était devenu plus grave, plus impassible, mais la froideur dans ses yeux s'était atténuée. William et Olivia, figés derrière la foule, ressemblaient à deux statues prises dans leur propre piège. Je ne pense pas qu'eux-mêmes avaient prévu que leur petite mise en scène, destinée à m'humilier, bouleverserait tout. Ce simple moment venait d'établir un lien, le tout premier, entre trois générations longtemps séparées. Le silence dans la pièce n'était plus gênant. C'était un accord tacite.
Cette honnêteté simple, cette sincérité discrète, avait résonné plus fort que tout ce qui avait été dit durant toute la soirée. Un mois après la fête d'anniversaire, la vie au Colorado reprit doucement son rythme habituel. Je retournai à l'atelier de réparation. Sarah commença à préparer la nouvelle année scolaire. Et Avery, toujours pleine d'émerveillement, racontait à ses amis la maison de contes de fées de sa grand-mère. Elle ne comprenait pas encore tout ce qui s'était passé ce jour-là. Et honnêtement, je ne voulais pas qu'elle le comprenne. Pas encore. Du côté de la famille Evans, il n'y eut aucun suivi. Mais je ne m'y attendais pas. Cela faisait longtemps que je savais quelle place j'occupais dans cette maison. Je n'avais pas été remplacé par des étrangers, mais par William, le frère cadet de mon père, et sa femme Olivia. William était discret, réservé, efficace, toujours en retrait. Olivia, en revanche, était soignée, diplomatique, toujours parfaitement placée devant la famille élargie. Elle avait fait croire à ma mère qu'elle était la seule belle-fille digne de perpétuer l'héritage familial. Pas à pas, ils avaient gagné non seulement la confiance de mes parents, mais aussi le contrôle total, fêtes, réunions de famille, finances, décisions liées à l'héritage. C'était eux que tout le monde écoutait. Mon père, Richard, ne l'avait jamais dit ouvertement, mais je savais qu'il voyait en William le fils modèle, celui qu'il aurait voulu que je sois, obéissant, stratégique, toujours au bon endroit au bon moment. Alors, quand je vis un appel provenant d'un numéro inconnu du Connecticut, un mardi après-midi, mon premier réflexe fut de l'ignorer. Mais quelque chose me poussa à répondre. Michael. C'était la voix de mon père. Plus grave, plus lente, plus rauque que dans mon souvenir. Je restai silencieux, serrant un peu plus fort le téléphone. Ta mère, elle vient d'être admise à l'hôpital, dit-il. Crise cardiaque. Les médecins disent qu'elle est stable maintenant, mais ils veulent la surveiller de près. Si tu pouvais venir. Il ne termina pas sa phrase, mais je compris ce qu'il voulait dire. Avant que je ne réponde, il ajouta, plus doucement cette fois, je voulais juste que tu le saches. Il y eut un silence, puis je répondis calmement, nous viendrons. Ce soir-là, Sarah et moi avons fait nos valises. Avery est resté chez la meilleure amie de Sarah, à 2 maisons de chez nous. Avant de partir, je la serrai fort contre moi. Grand-mère ne se sent pas bien, ma chérie. Maman et papa vont s'occuper d'elle pendant quelques jours. Sois sage, d'accord? Je peux faire un dessin pour elle, papa, demanda Avery, les yeux grands ouverts, pleine d'espoir. Pour qu'elle se sente mieux. Je souris. Elle adorerait ça. J'en suis sûr. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ma mère avait déjà été transférée en salle de repos. Elle semblait fragile, la peau pâle, les yeux fermés, et ses mains si fines qu'on distinguait les veines sous la surface délicate. Mon père se tenait dans un coin de la chambre. Il n'était pas en costume, juste une chemise froissée, les cheveux en bataille, les yeux rougis par le manque de sommeil. Il avait toujours été ainsi, près de ma mère, peu importe son état. Nous nous sommes regardés. Pas de salutation. Pas de reproche. Juste 2 hommes, debout auprès du lit de la femme qui avait été l'encre de tout leur monde. Je me suis assis et ai pris sa main. Je suis là, maman, ai-je dit. Elle n'a pas répondu, mais ses paupières ont légèrement tremblé. Je savais qu'elle m'avait entendu. Le lendemain, William et Olivia sont passés. Ils ont apporté un panier de fruits luxueux, emballé dans du cellophane et des rubans. Olivia a posé quelques questions basiques sur son état. William restait derrière elle, silencieux comme toujours. Ils ne sont pas restés longtemps, peut-être 15 minutes. En partant, Olivia ajouta, j'ai géré les comptes de la maison ce mois-ci. Il y a quelques urgences à régler. Nous avons encore des invités qui passent, sans parler du personnel et des partenaires. Donc, je vais retourner là-bas. Prévenez-moi quand elle sera transférée dans une chambre classique. J'ai hoché la tête. Je vous tiendrai au courant. Ils ne sont jamais revenus après cela. Juste quelques messages brefs, tout est stable, en cas d'urgence, contactez William. Aucun véritable souci. Aucune proposition pour prendre un tour de garde. Juste assez pour sauver les apparences. Pendant ce temps, Sarah et moi avons pris le relais, heure par heure. Je gérais les papiers, discutais avec les médecins. Sarah s'occupait de tout à l'intérieur de la chambre, changeait les serviettes, lui essuyait le visage, posait une compresse fraîche sur son front. J'ai proposé d'engager une infirmière, mais Sarah a refusé. Elle voulait le faire elle-même. C'était sa manière, enfin, de jouer un rôle qu'on ne lui avait jamais laissé assumer. Chaque soir, elle parlait à ma mère. Elle lui racontait des histoires sur les journées d'école d'Avery, ses dessins, comment elle apprenait à écrire. Comme si ma mère l'écoutait en silence, le cœur souriant. Avery appelait tous les soirs,
la voix petite mais remplie d'inquiétude, « Est-ce que grand-mère a ouvert les yeux, papa ?» Maman dit qu'elle ne peut toujours pas parler. Je lui tenais la main pendant que nous regardions l'écran. « Elle t'entend, ma chérie. Demain, j'imprimerai tes dessins et je les collerai sur le mur, d'accord ?»« D'accord, » gazouilla-t-elle. Le 4e jour, le médecin nous informa que ma mère était stable, pleinement consciente, et prête à être transférée dans une chambre normale. Lorsque l'infirmière poussa son lit dans le couloir, elle me prit doucement la main. Sa voix n'était qu'un souffle, comme une brise qui s'échappe, « Merci d'être revenu. » Je la regardais. Sans colère. Sans attente. Juste avec présence. La présence calme et fidèle d'un fils qui avait malgré tout choisi de rentrer chez lui. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, dans le calme paisible de la chambre du 3e étage. Ma mère avait été transférée dans une chambre privée, avec de grandes fenêtres donnant sur un jardin sec et nu en ce début d'hiver. De temps à autre, un écureuil filait dans le champ de vision. Elle restait immobile, plus alerte désormais, les yeux suivant les mouvements, mais sa voix n'était pas encore revenue avec assez de force. Je restais auprès d'elle pendant la journée, Sarah prenait le relais la nuit. Nous ne nous étions pas répartis les rôles, ni fait de promesses. Nous savions juste ce qu'il fallait faire. Sarah avait apporté un sac en tissu rempli de gants de toilette doux, de lotions sans parfum, de shampoings doux, et même un petit haut-parleur pour faire jouer de la musique classique apaisante. En fin d'après-midi, elle lui essuyait doucement le visage avec de l'eau tiède, lui massait les mains avec une crème nourrissante, lissait ses cheveux et ajustait les oreillers. Chaque geste était fait avec le soin de quelqu'un qui s'occupait de sa propre mère. Un soir, Sarah remarqua que les yeux de ma mère restaient fixés sur le dessin encadré qu'Avery avait envoyé depuis le Colorado, soigneusement scotché à côté du lit. « Voudriez-vous entendre Avril raconter une histoire ?» demanda Sarah doucement. Ma mère hocha très légèrement la tête. Ce soir-là, Avril appela en FaceTime. Dès que l'écran s'alluma, elle leva un dessin coloré, « J'ai dessiné une chaise avec des roues, comme sa grand-mère peut aller dehors. Tu l'aimes bien ?» Ma mère regarda l'écran longuement, puis cligna des yeux 2 fois. Sarah sourit doucement et dit, « Cela veut dire oui, ma chérie. Elle l'adore. » Avril rayonna et montra 3 autres dessins, une tarte aux pommes, une robe rose en tricot, et une petite maison avec de la fumée sortant de la cheminée, exactement comme la maison d'été dont je lui avais souvent parlé. Ce soir-là, pour la première fois depuis son réveil, ma mère parvint à murmurer, à peine audible, « Elle a un bon cœur. » Je lui serrai doucement la main et acquiesçai en silence. Le lendemain, Sarah apporta un livre d'histoire pour enfants et s'assit près du lit pour lire à voix haute, même si elle savait que ma mère ne pouvait pas suivre l'intrigue. Mais je vis ses paupières se détendre, le moniteur cardiaque affichait un rythme stable. Je n'appelai pas William, et personne ne mentionna Olivia. Depuis le jour où ma mère s'était réveillée, aucun des deux n'était revenu, seulement quelques messages froids et cliniques, « Nous gérons certaines choses pour le moment, nous passerons quand nous serons disponibles. » Mon père restait dans un coin de la pièce, parlant peu, mais je voyais son regard évoluer. Il observait tout ce que Sarah faisait, comment elle tapotait l'oreiller, pliait les serviettes, gardait la chambre propre et chaleureuse. Parfois, je le surprenais en train de m'observer, non pas avec du jugement, mais avec le regard d'un homme qui réévalue tranquillement ce qu'il pensait savoir. Un matin, il s'approcha et dit doucement, « Sarah s'occupe très bien de ta mère. » Je levai les yeux. Les mots semblaient simples, mais venant de lui, c'était un pas immense. Je répondis calmement, « Parce qu'elle le fait avec le cœur. » Il tourna son regard vers la fenêtre et, dans ses yeux, pour la première fois, il y avait de la paix. Une semaine après le transfert dans une chambre normale, ma mère commença à se rétablir plus vite que prévu. Elle pouvait désormais s'asseoir droite contre les oreillers, lire, manger de petits bols de bouillie, et parler avec des mots lents mais posés. Mais le changement le plus notable n'était pas physique. Il se trouvait dans son regard. Ce matin-là, mon père entra dans la chambre accompagné d'un homme en costume bleu marine, une mallette en cuir fin à la main, son regard perçant encadré de lunettes à fine monture. Maître Davis, notre avocat de longue date, celui qui avait rédigé le testament original. « Ta mère veut parler », dit mon père calmement. Je posai mon journal. Sarah se leva et nous marchâmes ensemble jusqu'au lit. Ma mère était assise droite, la couverture pliée soigneusement sur ses genoux, le regard clair, ne fuyant plus le mien. Avant d'être hospitalisée, j'avais prévu de réviser mon testament, commença-t-elle. Mais je ne cessais de repousser. Maintenant, je n'ai plus besoin de temps. Maître Davis ouvrit un dossier et le posa soigneusement sur la table de chevet. La première page portait le titre « Amendement au testament Evelyn Evans ». Il expliqua chaque ligne clairement, sans ambiguïté. Dans le testament précédent, William et Olivia devaient recevoir 70% des avoirs personnels de ma mère. Le reste était destiné à la fondation de la famille Evans, gérée uniquement par eux. Moi,
Michael Evans, j'étais exclu de tout héritage. Dans le testament amendé, l'héritière principale devenait Avery Evans, petite fille, avec droit à 70% des avoirs personnels d'Evelyn Evans. 20% allaient à la création du « Fonds Evelyn », une association à but non lucratif pour soutenir l'éducation et la santé des enfants. Curateur, Michael et Sarah Evans. Clause stricte, aucun individu ne peut utiliser le fonds à des fins personnelles ou commerciales. Le domaine de Fairfield devient propriété du fonds. Avery peut y résider jusqu'à sa majorité. Sarah est la tutrice légale exclusive durant cette période. William et Olivia reçoivent 10% de la valeur totale de la succession. Une somme forfaitaire de 75 000 $ en reconnaissance symbolique pour leur assistance logistique au fil des années. Aucun droit de gestion, de contrôle ou d'influence sur les décisions ou les biens d'Evelyn Evans dès l'exécution du testament. Je serrai un peu plus fort la main de Sarah. Elle ne bougea pas, et moi, pendant un instant, je ne trouvais pas mes mots. Je pris une longue inspiration, redressai le dos et dis doucement, « Maman, nous ne voulons rien de tout cela. Nous ne sommes pas revenus pour l'argent. » Ma mère me regarda longuement. Il n'y avait ni colère, ni défense dans ses yeux, seulement le silence d'une mère qui venait enfin d'entendre la voix authentique de son fils. « Michael, dit-elle lentement, cette partie n'est pas pour toi. » J'hésitais. Elle poursuivit, « C'est pour Avery. Pour la génération suivante. Pour l'enfant qui m'a rappelé celle que j'étais autrefois. » Je me tournai vers Sarah. Ses yeux étaient embués de larmes, ses lèvres serrées. Elle était entrée dans cette maison avec rien d'autre qu'un vieux carnet, et d'une manière ou d'une autre, elle avait fait paraître insignifiant tout ce que je croyais autrefois précieux. Elle n'a jamais rien demandé, dit ma mère, et c'est précisément pour cela que je dois lui laisser quelque chose. Pas par culpabilité, mais par gratitude. Elle posa sa main sur le dossier, et sa voix s'adoucit, je n'ai pas besoin de votre pardon. Je vous demande juste de ne pas m'arrêter. Parce que c'est ainsi que je choisis de poser la première pierre du foyer que j'ai moi-même détruit. Je ne répondis rien. 2 jours après que Maître Davis eut finalisé le testament révisé, William et Olivia arrivèrent à l'hôpital. Sans prévenir. Sans frapper. Ils entrèrent dans la chambre, le visage figé, les yeux pleins de suspicion. Il paraît que Maître Davis a beaucoup rendu visite cette semaine, commença Olivia, son regard balayant la pièce. On dirait qu'il se passe quelque chose d'important dont le reste de la famille n'a pas été informé. Personne ne parla. Je restai assis à côté du lit de ma mère. Sarah me serra doucement la main sous la couverture. William se tenait les bras croisés, la voix basse mais tendue, « Tu as modifié le testament ?» Ma mère leva les yeux vers lui, sans vaciller. « Oui. » Olivia laissa échapper un rire bref, moqueur, du genre que l'on utilise lorsqu'on croit encore contrôler la situation. « Et tu penses que cela va passer sans bruit ? Après toutes ces années à porter la charge pour toi. » « Je ne vous ai jamais rien demandé, » répondit ma mère, la voix nette. « Vous l'avez assumé de vous-même. » William fit un pas en avant, les yeux injectés de rouge, « J'ai géré l'auberge dans le Maine, le domaine secondaire, vos comptes pendant 15 ans. Jamais je ne me suis plaint. » Et Michael, où était-il pendant tout ce temps? Olivia intervint, « Il est parti, a épousé une femme indigne de cette famille, n'est jamais venu pour une fête, jamais envoyé une carte. Et maintenant, il revient en tant que curateur d'une fondation? Et sa fille hérite du domaine? C'est une blague? » Je serrai les poings, mais ma mère s'était déjà redressée. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait avec plus de poids que toutes les accusations réunies. « Je vous ai laissé gérer les choses bien trop longtemps. Pas parce que je vous faisais confiance, mais parce que j'étais fatigué. J'ai laissé la commodité remplacer la clarté. » Mon père, Richard, hocha lentement la tête et ajouta, « Moi aussi. Mais après ce que vous avez fait avec cette invitation dans notre dos, et avoir disparu 3 jours alors que votre mère était à l'hôpital, j'ai enfin compris. Vous n'avez jamais été loyaux envers cette famille. Vous avez été loyaux à votre position dans cette famille, dit mon père. Olivia ricana, les bras croisés fermement, nous avons géré, pris soin, organisé, et maintenant on nous donne 10% et une allocation, comme à un cas social. La voix de William se brisa légèrement alors qu'il se tourna vers ma mère, tu tournes le dos à ton frère pour protéger le fils que tu avais renié. Ma mère resta silencieuse un instant, puis répondit, calme et posé, Michael ne m'a jamais rien demandé. Il était simplement là quand j'avais besoin de lui. Vous aussi, vous étiez là, mais seulement quand il s'agissait de gérer des biens. Elle fit une pause, puis reprit, la voix plus douce, mais chaque mot limpide, ne dites pas que nous avons été injustes. Pendant 15 ans, ton père et moi avons couvert tous les frais d'exploitation, versé des salaires trimestriels pour toi, William, des allocations de fête pour toi, Olivia. Chaque demande a été satisfaite. Jamais nous n'avons compté.
Mon père hocha la tête pour confirmer, nous vous faisions confiance. Mais il s'avère que nous faisions confiance à une illusion. Olivia ne dit rien. Ses doigts se resserrèrent sur la sangle de son sac. William fixait ma mère, à la fois stupéfait et furieux, mais sans rien à rétorquer. Ma mère se cala contre son oreiller, poussant un soupir las, je ne vous dois plus aucune reconnaissance. Et si vous vous sentez blessé, posez-vous cette question, toutes ces années, vous vous souciez vraiment de moi, ou de ce que je possédais? Personne ne répondit. Puis Olivia fit volte-face brusquement et se dirigea vers la porte. Juste avant de disparaître dans le couloir, elle lança une dernière phrase amère, cette famille va regretter ce qu'elle vient de perdre. La porte se referma derrière elle, lourde, définitive. 3 jours après cette confrontation tendue, Maître Davis revint à l'hôpital pour finaliser la dernière signature. Tous les documents étaient prêts. Une fois signé par ma mère, le testament révisé entrerait officiellement en vigueur. Je m'assis à la table, fixant le dossier pendant longtemps. À l'intérieur, il y avait tout ce qui, logiquement, aurait dû ressembler à une victoire, reconnaissance, responsabilité, autorité légale, même des excuses longtemps attendues, emballées dans des signatures et du jargon juridique. Mais tout ce que je ressentais, c'était du poids. Ce soir-là, Sarah et moi nous sommes assis dans le petit jardin derrière l'hôpital, là où les buissons de lavande pourpre sombre ondulaient dans la brise froide. L'air glissait dans nos cols, mais nous restions côte à côte, en silence. Après un moment, je finis par dire, tu crois qu'on devrait l'accepter? Sarah ne répondit pas tout de suite. Elle me regarda comme si elle pesait chaque gramme de sincérité dans ma question. Puis elle secoua doucement la tête, comme une feuille qui tombe, nous n'avons pas besoin de tout. J'ai juste besoin que notre fille soit respectée. Et si ta mère voit cela maintenant, alors le reste, qu'on l'ait ou pas, n'a plus d'importance. J'ai hoché la tête. Le lendemain, lorsque Maître Davis disposa les documents une dernière fois, je levai la main pour l'interrompre. Nous avons une proposition. Il fronça légèrement les sourcils. Mes parents semblaient surpris. Je parlais lentement et clairement, chaque mot soigneusement choisi, nous ne voulons pas garder tout l'héritage. Nous souhaitons réaffecter une partie pour créer la Fondation Evelyn Evans, une association indépendante dédiée à fournir aux enfants défavorisés un accès à l'éducation et aux soins de santé. Je fis une pause, puis ajoutai, nous demandons simplement à conserver le droit de résidence au domaine de Fairfield pour Avery, et juste assez pour prendre soin de vous deux dans vos dernières années. C'est tout. Ma mère me regarda longuement. Son regard s'était adouci, non à cause de l'âge ou de la maladie, mais pour une raison plus profonde, l'émotion. J'ai passé la moitié de ma vie à croire que la famille était quelque chose que l'on gérait avec devoir et structure, dit-elle. Mais maintenant, je vois que ce n'est que lorsque tu as su dire non que j'ai compris que tu étais devenu bien plus que ce que j'avais espéré. Mon père posa une main sur mon épaule. Il ne dit rien. J'acquiesçai lentement, et ce simple hochement de tête valait plus que n'importe quelle excuse. Juste après que ma mère ait quitté l'hôpital, je lui ai proposé de s'installer dans une maison médicalisée haut de gamme, avec tout l'équipement nécessaire, des infirmiers présents jour et nuit, et tout le confort pour sa convalescence. Mais elle secoua la tête et dit doucement, si ce n'est pas trop demandé, je veux rentrer à la maison. Mon père resta silencieux un long moment, puis hocha la tête. Et juste comme ça, nous étions d'accord. Notre famille s'installa temporairement de nouveau dans le domaine de Fairfield. Pas pour récupérer quoi que ce soit, ni pour prouver qui avait raison ou tort, mais simplement pour être proche, comme une famille est censée l'être. Sarah prit un congé de son poste d'enseignante à mi-temps. Je déléguai la gestion de l'atelier. Et Avery, elle était aux anges. Elle appelait la chambre à l'étage, mon petit château, accrochait ses dessins partout sur les murs, et étiquetait chaque recoin avec des marqueurs colorés comme si c'était son royaume. Au début, la maison semblait rigide, l'air un peu tendu. Mon père et moi ne parlions que du strict nécessaire, médicaments, rendez-vous de suivi, compte d'épargne. Mais peu à peu, il commença à me poser plus de questions sur l'atelier, comment je le gérais, même sur mes premiers échecs, ceux que j'avais toujours gardés pour moi. Il ne donnait pas son avis, il n'interrompait pas. Il écoutait. Ma mère, elle, était différente. Elle se mit à demander à Sarah ce qu'Avery aimait manger. Et un jour, elle envoya un message, pourrais-tu me montrer comment activer la caméra frontale avant que je l'appelle en vidéo? Sarah me regarda, surprise, puis sourit. Elle ne dit rien. Elle ouvrit son téléphone, enregistra un court tutoriel vidéo et l'envoya avec un simple message, ce sera avec plaisir. Et ma mère, cette même femme qui nous avait un jour mis à la porte de chez elle, apprit à redevenir une mère, auprès de la belle-fille qu'elle avait autrefois considérée comme une tache sur le nom de la famille. Un soir, alors que je finissais de laver le dernier verre dans la cuisine, mon père s'approcha de moi. Il ne me regarda pas. Il dit simplement, à voix basse, merci d'être revenu sans rancune.
je ne répondis pas tout de suite. Après quelques secondes, je dis, je ne suis pas revenu pour gagner. Je ne voulais plus perdre dans ma propre famille. Peut-être, pour la première fois, comprit-il réellement son fils. Je croyais que William et Olivia finiraient par passer à autre chose. Mais je me trompais. 2 semaines après que ma mère ait signé le testament, Olivia envoya un courriel à Maître Davis pour demander une révision de la distribution des biens, invoquant l'absence de consensus du côté maternel de la famille. Cela ne s'arrêta pas là. William contacta 2 cousines de ma mère pour les inciter à intervenir. L'une d'elles appela finalement ma mère, son ton prudent, presque désolé, Evelyne, je ne veux pas m'immiscer, mais ce que tu as fait inquiète certaines personnes. William dit que tu as changé, toi aussi. Ma mère répondit soudainement, je n'ai pas changé. Je me suis simplement réveillé. Une semaine plus tard, William se présenta au domaine et demanda à parler en privé à mon père, dans le bureau. Je n'ai pas entendu ce qui fut dit. Mais lorsqu'il quitta la pièce, ses yeux étaient lourds comme de la pierre. Mon père revint, s'assit dans le fauteuil, regarda droit devant lui et dit d'une voix basse, il y a des choses, une fois perdues, peu importe comment elles sont réparties, cela n'a plus d'importance. À partir de ce moment-là, William et Olivia disparurent. Plus de courriels. Plus d'appels. Aucune carte de Noël. Pour la première fois depuis des années, ils avaient choisi le silence. Ou peut-être qu'ils n'avaient plus rien à dire. Et à l'intérieur du domaine de Fairfield, la vie continua. Mais cette fois, elle avançait plus lentement, plus doucement, plus sincèrement. Avery s'asseyait chaque soir auprès de sa grand-mère. Ma mère racontait des histoires de son enfance. Elle parlait de la première robe qu'elle avait cousue elle-même, du jour où elle avait raté le bus pour son mariage, et de ce test de biologie qu'elle avait échoué parce qu'elle s'était endormie en classe. Avery écoutait, les yeux écarquillés, buvant chaque mot comme un trésor. De temps à autre, elle levait les yeux et disait, « Grand-mère, tu es comme moi. » Je les observais à distance. Sarah se tenait à côté de moi, sa tête reposant doucement sur mon épaule. Et à cet instant, je sus que nous avions retrouvé la seule chose qui comptait vraiment. Pas la réputation. Pas l'héritage. Mais le droit simple d'être traité avec gentillesse au sein de notre propre famille. 1 an après la sortie de ma mère de l'hôpital, le domaine de Fairfield accueillit une fête de fin d'année comme il n'y en avait jamais eu. Il n'y avait pas de menu élaboré, ni de chef privé, ni de liste d'invités fastidieuse. Juste un petit rassemblement familial, dans le vrai sens du terme, avec un ragoût fait maison par Sarah, une tarte aux pommes qu'Avery avait préparée sous la direction de ma mère, et un vin rouge que mon père avait sélectionné dans l'ancienne cave, celle où il m'interdisait autrefois de mettre les pieds. Avery courait dans le jardin, menant une bande de jeunes cousins, les enfants de 2 parents éloignés venus de Boston. Les enfants riaient, se poursuivaient, tombaient puis se relevaient. Aucun d'eux ne savait à quel point cette famille avait été brisée un jour, et peut-être n'avait-il pas besoin de le savoir. Ma mère était assise dans un fauteuil en osier près de la cheminée, tricotant une écharpe, levant de temps en temps les yeux pour sourire à Avery qui passait en courant. Monsieur Richard, mon père, était assis à proximité, coupant des fruits. Il laissait le jus couler sur sa manche, pour la première fois sans tressaillir. De temps à autre, il demandait à Sarah si la tarte avait besoin de quelque chose de plus, d'une voix calme, sans cette tension d'autrefois qui me réduisait au silence pendant les repas. Je me tenais près du grill dans le jardin, retournant la viande, une bière à la main, observant tout cela se dérouler comme un film familial dans lequel j'étais à la fois acteur et spectateur. Puis Sarah s'approcha, me tendit une part de tarte encore tiède et dit doucement, « Toute notre famille est là. » Je hochai la tête. Personne ne mentionna William ni Olivia. Aucune comparaison. Aucun mot sur les héritages. Aucun rappel de qui avait eu tort ou raison à l'époque. Juste des gens partageant une table, se regardant les uns les autres, et sachant que ce dîner, il nous avait coûté des années de silence, de fierté et de douleur. Mais au final, nous nous étions choisis. Après ce dîner, tout ne devint pas soudainement parfait. Il y avait encore des jours où mon père oubliait l'anniversaire d'Avery. Des moments où ma mère se plaignait que la soupe de Sarah était fade. Et encore des nuits où je fermais la porte de notre chambre avec un long soupir, me demandant si les fissures en moi s'étaient vraiment refermées. Mais cette fois, aucun de nous ne s'éloigna. Ma mère, autrefois si attachée à la fierté au détriment des émotions, avait appris à s'excuser. Parfois, ce n'était qu'une main discrètement posée sur celle de Sarah après une remarque maladroite. Parfois, c'était simplement un regard qui disait qu'elle savait qu'elle avait eu tort. Mon père, qui avait un jour placé sur mes épaules des attentes comme une dette à vie, s'asseyait désormais pour m'écouter parler de mes échecs. Pas pour me gronder. Pas pour me corriger. Mais pour comprendre. Sarah, qui avait autrefois tant souffert qu'elle restait silencieuse pendant des repas entiers, était enfin appelée par son prénom. Pas cette femme, pas sa femme. Mais Sarah.
Et moi, autrefois prêt à partir pour sauver ma fierté, j'avais compris que parfois, le pardon ne dépend pas de savoir si l'autre le mérite, mais si toi, tu mérites la paix. Nous n'avions plus besoin que nos proches croient que nous avions eu raison, car certaines choses ne peuvent être comprises que par ceux qui partagent un foyer. Qu'un repas partagé peut être le début d'une réconciliation. Que les mots « je suis désolé » peuvent prendre 10 ans. Et qu'il n'y a rien de plus noble que ceci, choisir à nouveau sa famille, même après toutes les blessures qu'elle a pu infliger. Quelques mois plus tard, nous sommes retournés au Colorado. Le domaine de Fairfield appartenait toujours à Avery, mais ma mère insista pour engager quelqu'un qui s'occuperait du jardin et garderait les pièces propres, afin que nous puissions venir 1 ou 2 fois par an. Personne ne fait sentir la maison aussi bon que grand-mère, dit Avery, une sucette à la bouche, tenant un dessin au crayon de notre famille, nous 6 moi, Sarah, elle, ses grands-parents et un chien frisé que personne ne possédait. Je jetai un coup d'œil à Sarah, puis regardai la maison disparaître lentement dans la vitre arrière de la voiture. Un lieu qui autrefois m'étouffait sous le poids des souvenirs passés, désormais remplacé par quelque chose de plus calme, plus simple, plus vrai. Je me tournai vers ma femme et dis doucement, nous ne sommes pas plus riches en argent. Mais nous sommes plus riches en famille. Sarah sourit, puis me serra doucement la main. Parfois, ce dont une personne a le plus besoin, ce n'est pas d'être aimé parfaitement, mais d'être vu, reconnu, et d'avoir l'espace pour réapprendre à vivre ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Avez-vous déjà eu à choisir entre la fierté et le pardon dans votre propre famille? Seriez-vous prêt à revenir, si la seule personne qui vous avait blessé, était la seule à tendre la main lorsque cela comptait le plus? N'hésitez pas à partager votre histoire ci-dessous. Et si vous souhaitez lire d'autres récits sincères et vrais comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin.